Grand 3. Crise et conséquences de l'anthropocentrisme moderne. L'anthropocentrisme moderne, paradoxalement, a fini par mettre la raison technique au-dessus de la réalité, parce que l'être humain n'a plus le sentiment ni que la nature soit une norme valable, ni qu'elle lui offre un refuge vivant. Il la voit sans supposition préalable, objectivement, sous la forme d'un espace ou d'une manière pour une œuvre où l'on jette tout, peu importe ce qui résultera. De cette manière, la valeur que possède le monde en lui-même s'affaiblit. Mais si l'être humain ne découvre pas sa véritable place, il ne comprend pas bien lui-même et finit par contredire sa propre réalité. Non seulement la terre a été donnée par Dieu à l'homme, qui doit en faire usage dans le respect de l'intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée, mais l'homme, lui aussi, est donné par Dieu à lui-même, et il doit donc respecter la structure naturelle et morale dont il a été doté. Dans la modernité, il y a eu une grande démesure anthropocentrique qui, sous d'autres formes, continue aujourd'hui à nuire à toute référence comme et à toute tentative pour renforcer les liens sociaux. C'est pourquoi le moment est venu de prêter de nouveau attention à la réalité avec les limites qu'elle impose et qui offrent à leur tour la possibilité d'un développement humain et social plus sain et plus fécond. Une présentation inadéquate de l'anthropologie chrétienne a pu conduire à soutenir une conception erronée de la relation entre l'être humain et le monde. Un rêve prémétéen de domination sur le monde n'est souvent transmis, qui a donné l'impression que la sauvegarde de la nature est pour les faibles. La façon correcte d'interpréter le concept d'être humain comme seigneur de l'univers est plutôt celle de le considérer comme admirateur responsable. Le manque de préoccupation pour mesurer les préjudices causés à la nature et l'impact environnemental des décisions est seulement le reflet le plus visible d'un désintérêt pour reconnaître le message que la nature porte inscrit dans ses structures mêmes. Quand on ne reconnaît pas, dans la réalité même, la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant une situation de handicap, pour prendre seulement quelques exemples, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même. Tout est lié. Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu'il se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s'écroule, parce qu'au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature. Cette situation nous conduit à une schizophrénie permanente qui va de l'exaltation technocratique qui ne reconnaît pas aux autres êtres une valeur propre à la réaction qui nie toute valeur particulière à l'ère humaine. Mais on ne peut pas faire abstraction de l'humanité. Il n'y aura pas de nouvelles relations avec la nature sans un être humain nouveau. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Quand la personne humaine est considérée seulement comme un être parmi d'autres, qui procéderait des jeux de hasard ou d'un déterminisme physique, la conscience de sa responsabilité risque de s'atténuer dans les esprits. Un anthropocentrisme dévié ne doit pas nécessairement faire place à un bicentrisme, parce que cela impliquerait d'introduire un nouveau déséquilibre qui non seulement ne résoudrait pas les problèmes, mais en ajouterait d'autres. On ne peut pas exiger de l'être humain un engagement respectueux envers le monde si on ne reconnaît pas et ne valorise pas en même temps ses capacités particulières de connaissance, de volonté, de liberté et de responsabilité. La critique de l'anthropocentrisme dévié ne devrait pas non plus faire passer au second plan la valeur des relations entre les personnes.
Si la crise écologique est l'éclosion ou une manifestation extérieure de la crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité, nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à une nature et à l'environnement sans assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain. Quand la pensée chrétienne revendique une valeur particulière pour l'être humain supérieure à celle des autres créatures, cela donne lieu à une valorisation de chaque personne humaine et entraîne la reconnaissance de l'autre. L'ouverture à un tu capable de connaître, d'aimer et de dialoguer continue d'être la grande noblesse de la personne humaine. C'est pourquoi, pour une relation convenable avec le monde créé, il n'est pas nécessaire d'affaiblir la dimension sociale de l'être humain, ni sa dimension transcendante, son ouverture au tu divin. En effet, on ne peut pas envisager une relation avec l'environnement isolé de la relation avec les autres personnes et avec Dieu. Ce serait un individualisme romantique, déguisé en beauté écologique, et un enfermement asphyxiant dans l'immanence. Puisque tout est lié, la défense de la nature n'est pas compatible non plus avec la justification de l'avortement. Un chemin éducatif pour accueillir les personnes faibles de notre entourage, qui parfois dérangent et sont inopportunes, ne semble pas praticable si l'on ne protège pas l'embryon humain, même si sa venue cause de la gêne et des difficultés. La sensibilité personnelle et sociale à l'accueil d'une nouvelle vie se perd, alors que des formes d'accueil utiles à la vie sociale se dessèchent. Le développement d'une nouvelle synthèse, qui dépasse les fausses dialectiques des derniers siècles, reste en suspens. Le christianisme lui-même, en se maintenant fidèle à son identité et au trésor de vérité qu'il a reçu de Jésus-Christ, se repense toujours et se réexprime dans le dialogue avec les nouvelles situations historiques, laissant apparaître ainsi son éternelle nouveauté. Lettre encyclique Laudato Si du Saint-Père François sur la sauvegarde de notre maison commune. Le relativisme pratique. Un anthropocentrisme dévié donne lieu à un style de vie dévié. Dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, j'ai fait référence au relativisme pratique qui caractérise notre époque et qui est encore plus dangereux que le relativisme doctrinal. Quand l'être humain se met lui-même au centre, il finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance, et tout le reste devient relatif. Par conséquent, il n'est pas étonnant qu'avec l'omniprésence du paradigme technocratique et le culte du pouvoir humain sans limite, se développe chez les personnes ce relativisme dans lequel tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels immédiats est privé d'importance. Il y a en cela une logique qui permet de comprendre comment certaines attitudes qui provoquent en même temps la dégradation de l'environnement et la dégradation sociale s'alimentent mutuellement. La culture du relativisme est la même pathologie qui pousse une personne à exploiter son prochain et à le traiter comme un pur objet, l'obligeant aux travaux forcés ou en faisant de lui un esclave à cause d'une dette. C'est la même logique qui pousse à l'exploitation sexuelle des enfants ou à l'abandon des personnes âgées qui ne servent pas des intérêts personnels. C'est aussi la logique intérieure de celui qui dit « Laissons les forces invisibles du marché réguler l'économie », parce que ses impacts sur la société et sur la nature sont des dommages inévitables. S'il n'existe pas de vérité objective ni de principe solide hors de la réalisation de projets personnels et de la satisfaction de nécessités immédiates, quelles limites peuvent alors avoir la traite des êtres humains, la criminalité organisée, le narcotrafic, le commerce de diamants ensanglantés et de peaux d'animaux en voie d'extinction? N'est-ce pas la même logique relativiste qui justifie l'achat d'organes des pauvres
dans le but de les vendre ou de les utiliser pour l'expérimentation, ou le rejet d'enfants parce qu'ils ne répondent pas aux désirs de leurs parents. C'est la même logique du utilise et jette qui engendre tant de résidus, seulement à cause du désir désordonné de consommer plus qu'il n'est réellement nécessaire. Par conséquent, nous ne pouvons pas penser que les projets politiques et la force de la loi seront suffisants pour que soient évités les comportements qui affectent l'environnement, car lorsque la culture se corrompt et qu'on ne reconnaît plus aucune vérité objective ni de principe universellement valable, les lois sont comprises uniquement comme des impositions arbitraires et comme des obstacles à contourner.